Plus de 30 degrés à Cotonou environ. Mesdames et messieurs, bonjour au titre de ce JT. 16 janvier 1977, date mémorable pour le Bénin. Le pays résistait à l'envahisseur avec plusieurs soldats civils et civils tués. Nous vous proposons dans ce journal un retour sur les événements. Le prénom, un facteur déterminant de l'identité d'une personne. Il est attribué au nouveau-né par ses géniteurs. Mais sur quelle base est-il choisi? Vous en saurez davantage dans ce journal. Et puis, en fin d'édition, nous vous proposons un retour sur le parcours des Guépards du Bénin à la CAN Maroc 2025. À nouveau, bonjour. 49 années déjà et le Bénin se souvient encore de l'agression des mercenaires du 16 janvier 1977, un fait majeur qui a coûté la vie à 6 des soldats de l'armée béninoise et un civil. Retour historique dans la préparation de l'opération dite Crevette, orchestrée par Bob Denard, célèbre mercenaire français avec Teddy Koudalo. Au petit matin du 16 janvier 1977, un avion se pose à l'improviste sur l'aéroport de Cotonou, au Bénin. Bénin ou Dahomey, l'étiquette n'y change rien. L'opération Crevette contre le président Mathieu Kérékou a commencé. Quelques instants plus tard, aux alentours de 7 heures, un groupe d'une centaine de mercenaires armés jusqu'aux dents, africains et européens, bondit du vieux DC-7 au moteur encore vrombissant et décharge de mystérieuses caisses. Très vite, les premiers coups de feu retentissent. L'alerte générale est donnée dans tout Cotonou. Pendant 3 heures, l'armée béninoise va contenir les assaillants qu'elle réussira finalement à mettre en déroute. Contrairement au coup d'État que le pays a connu depuis son indépendance le 1er août 1960, cette tentative de putsch semble venir de l'extérieur. À la tête des assaillants, Bob Denard, le célèbre mercenaire français qui s'est illustré au cours de sa carrière par ses nombreux faits d'armes sur le continent. Celui-ci lance ses hommes sur les points névralgiques du pouvoir, le camp militaire Guézo situé en plein cœur de Cotonou et à proximité de l'aéroport et le palais de la Marina, résidence présidentielle de Mathieu Kérékou. Cependant, l'expertise militaire de Bob Denard se trouve rapidement confrontée non seulement à l'armée béninoise, mais aussi aux éléments nord-coréens présents à Cotonou en vertu d'accords de coopération entre républiques socialistes. Tandis que le mercenaire français et une de ses troupes se dirigent vers la ville, les premiers affrontements sérieux ont lieu sur le tarmac de l'aéroport. La riposte ne s'est pas fait attendre. Alors que Cotonou est encore endormi, le président et ses partisans passent un message à la radio. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. En conséquence, chaque militante et militant de la révolution béninoise, où qu'il se trouve, doit se considérer et se comporter comme un soldat au front engagé dans un combat sacré pour sauver la patrie en danger. En réalité, les rues de Cotonou demeurent vides. Des combats sporadiques entre les hommes de Bob Denard et l'armée béninoise prenant place ça et là. Mais en dépit de la supériorité militaire des putschistes et les pertes infligées à l'armée béninoise, très vite ils décident d'entamer un repli stratégique vers l'aéroport. La situation devient alors rapidement intenable pour les hommes de Bob Denard. À 10 heures, ceux-ci remontent rapidement dans l'avion. Quelques minutes après, le DC-7 vole en direction de Franceville au Gabon, laissant sur le sol béninois une dizaine de mercenaires blessés. Dans la précipitation de l'évacuation, les assaillants ont laissé sur le tarmac de l'aéroport de Cotonou des armes de fabrication française, mais surtout une caisse contenant de précieux documents exploités par le régime de Mathieu Kérékou. Et à l'occasion de la commémoration des martyrs de ce 16 janvier 1977 et des soldats tombés sur le théâtre de l'opération Mirador, une cérémonie officielle de dépôt de gerbes s'est déroulée ce jour
à Cotonou, au jardin de Mathieu. La commémoration présidée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises, Fructueux Baguidi, a réuni les autorités militaires. La cérémonie est également marquée par la décoration de plusieurs attachés de défense arrivés en fin de mission. On écoute un extrait des propos de général Fructueux Baguidi tenus lors de la cérémonie. Il y a 49 ans, notre pays a été victime d'une attaque de mercenaires qui a failli emporter le gouvernement d'alors, le gouvernement du président Mathieu Kérékou. Aujourd'hui, 16 janvier 2026, nous avons une pensée pour tous ces martyrs qui sont tombés au nom de la République, au nom du Bénin. Il y a quelques jours, l'histoire a failli se répéter. Le 7 décembre, des frères d'armes ont pris les armes contre la République pour renverser le gouvernement. Une fois encore, le Bénin est resté debout. Cette tentative a échoué. Vous savez, le 16 janvier, nous l'avons retenu pour rendre hommage à nos frères d'armes qui sont tombés au cours des diverses missions dans lesquelles ils sont engagés. S'engager, c'est un sacerdoce. S'engager, c'est fricoter avec la mort au quotidien. Parfois la donner, parfois la recevoir. Nous avons des frères d'armes qui tombent sur le front Mirador aujourd'hui. L'année 2025 a été une année difficile pour les forces armées béninoises, avec les 2 attaques au point triple qui nous ont coûté énormément de personnel. Nous avons une pensée pour tous ces soldats qui sont tombés, pour leurs familles, et nous sommes persuadés et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus. Donc debout, nous resterons pour la République, pour le Bénin. Un tour à Ouida après les Vaudondés. Comment la ville se présente-t-elle au lendemain de ce festival? Cette question est l'objet de la descente de l'une de nos équipes dans la cité d'Ekpassé 5 jours après. Il était question pour Vigila Rodaillon et Jocelyn Barriga de faire un tour de ville, notamment au niveau des différents sites ayant abrité les manifestations pour voir l'environnement et le retour au quotidien des populations après la fête. Reportage. 5 jours après les Vaudondés, la plage de Ouida affiche le visage des jours ordinaires. Les installations du festival ont été démontées et rangées. La vie reprend timidement son cours avec les petites activités économiques aux abords du site et quelques visiteurs qui se plaisent à immortaliser leur passage à la porte du non-retour. À la place Marot, les populations retrouvent également leur quotidien, fiers, admiratives et reconnaissantes. Le festival a été bien organisé et les populations sont fières, surtout avec les actions du président. Par exemple, avant, on n'arrivait pas à circuler dans Maro en période de pluie, mais aujourd'hui, il nous a pavé toutes les rues avec des lampadaires solaires un peu partout. Nous lui disons merci et le soutenons. Nous n'avons jamais vu une telle organisation ici à la place Marot. C'était très beau et que son successeur lui emboîte le pas. D'abord, je commence par remercier le chef de l'État, le président Talon et son gouvernement pour le travail abattu. C'est le lieu aussi de remercier les organisateurs pour cette fête qui a été très belle. De la place Marot à Nensouhé en passant par le centre-ville et les autres sites qui ont abrité les manifestations officielles, les populations sont davantage marquées par l'état de propreté de la ville au lendemain du festival. Ce qui m'étonne, puisque après les Vaudondés, c'est les élections qui sont là en même temps le dimanche qui a suivi directement. Et après le vote, nous nous sommes rendus encore à la plage. Mais nous traversons la ville, on ne dirait pas que c'est un endroit où beaucoup de personnes sont arrivées pour les festivités. La ville est encore plus propre qu'avant. Et ça m'a étonné puisque des événements pareils, il y a des sachets, des déchets partout, ce qu'on n'a pas constaté. La société qui gère les ordures, je fais un clin d'œil à Mme Dagnon du conseil d'administration, a mis les petits plats dans l'écran. Avant l'événement, la propreté. Pendant l'événement, la propreté. Et après l'événement, vous constatez avec moi que tout est propre. Et cela, c'est une avancée et je salue au passage
les organisateurs de Vodun Days. Je salue le directeur de la société SGDS qui n'a ménagé aucun effort pour pouvoir assurer le nettoyage de ces rues. Parce que c'est une forme de tourisme de masse qui s'installe. Et là où il y a le tourisme de masse, il y a l'environnement qui est pollué, il y a la pression démographique qui est exercée sur les sites touristiques. La réussite de l'édition 2026 du Festival international des Vodun Days est saluée par l'ensemble des populations de Ouidah qui retrouvent leur ville plus propre que jamais. Elles souhaitent que la prochaine édition soit encore plus riche et mieux organisée. Et je le disais en titre, dans les jours qui suivent la naissance d'un bébé ou parfois même bien avant, les parents remplissent une formalité primordiale, le choix d'un ou plusieurs prénoms à leur progéniture. Dans l'accomplissement de cet exercice, chacun y va selon ses convictions et son inspiration. L'une de nos équipes s'est intéressée au sujet. Quelles sont les différentes approches adoptées par les Béninois à l'heure de l'attribution d'un petit nom à leurs enfants? Élément de réponse avec Hugues Fingbe. Moi, c'est Bono. Mia, c'est de l'Odagui. Oui, moi, c'est Marius Yelou. Moi, je m'appelle Azilino Natacha. Ici, c'est Huidanou. Félicité. Des noms de famille et des prénoms. Des informations personnelles qui servent d'identifiant premier à tout individu. Mais mieux que le patronyme qui est commun, au sein du carré familial, le prénom attribué à un nouveau-né permet de faire une démarcation. Cependant, pour le sociologue, l'enjeu va bien au-delà. Un nom choisi doit évoquer quelque chose de hautement positif. Mais le second aspect, tout en cherchant ce qui est positif et tout, il ne faut pas oublier que le nom doit être surtout une vision, un projet, un objectif de vie qui doit être réglé. Pourtant, Marius semble affirmer sans gêne ni regret qu'il ignore tout de son petit nom. Mon prénom, en fait, moi, je n'en sais rien. Bon, c'est mon père qui me l'a donné. Contrairement à lui, à la question « Que savez-vous de votre prénom ?», d'autres jeunes rencontrés ici fournissent quelques éléments de réponse. Marco, c'est un écrivain et mon père a l'habitude de voir ses romans, tout ça. Donc ça l'intéresse trop, il aime jusque je sois comme lui. C'est pour cela qu'il m'a attribué le nom Marcos. Je suis fille unique, donc ma mère ne savait pas qu'elle aura une fille. Donc comme je suis venue, elle m'a surnommée Mauti. Cette tendance des parents à choisir le prénom de leur progéniture en fonction d'une conviction fondée sur une passion ou les phénomènes de la vie est confirmée par Félicité, mère de plusieurs enfants. Au cours de la grossesse, j'ai eu un accident. J'étais à 7 mois. Donc quand l'enfant est né, je l'ai surnommé Seyon. Je vais dire, il y a aussi le prénom que je lui ai donné, Glory. Glory, c'est pour dire gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu pour tout ce qui t'arrive, que ce soit dans les peines, dans les malheurs, dans les difficultés, sache qu'il y a la gloire dedans. Les considérations précédemment évoquées ne forment pas pour autant une liste exhaustive. Certains géniteurs suivent, selon le technicien, une trajectoire bien différente. Il y a des gens qui tiennent compte simplement du calendrier. C'est vrai que cette approche est désuète aujourd'hui, mais on regarde le calendrier par rapport à la date de naissance de l'enfant et le nom qui est là dans le calendrier grégorien que nous utilisons ici, on le lui attribue systématiquement. Il y a des cultures où l'on se positionne sur le jour, mais pas du calendrier. Par exemple, chez les événements, les enfants de mardi, par exemple, sont comme là, et ceux de mercredi sont Kodjo. Mais il y a des enfants, des parents qui, du point de vue spirituel, sont très au courant et qui choisissent des lettres qu'ils font passer par la numérologie et compte tenu de leur vibration karmique, retiennent un nom pour leurs enfants. Mais ces choix sont-ils les meilleurs? Quels sont les éléments devant être déposés dans le panier d'attribution de prénoms à un enfant? Le recours à la numérologie est également évoqué par le consultant spirituel. GPY, ça fait les lettres de type 7. HQZ, les lettres de type 8. Et IR, les lettres de type 9. Voilà. Et chaque casier de lettres là véhicule une énergie donnée. Autre chose,
à la naissance, la deuxième cérémonie, après la sortie de l'enfant, c'est-à-dire le Djoto Biba. Donc quand on cherche le Djoto pour l'enfant, on prend un peu des qualités de ce Djoto-là, c'est-à-dire celui qui a parrainé l'arrivée de l'enfant. Il met par ailleurs en garde contre certains prénoms, qu'ils soient importés ou issus de la tradition locale. J'entends aujourd'hui des gens s'appellent Dolores, sans oublier qu'en latin, ça veut dire douleur. Et donc c'est dangereux. L'enfant va rencontrer tellement d'obstacles. Si au dire du sociologue, le prénom est censé être le reflet d'un projet ou d'une vision, encore faut-il, selon lui, inculquer à l'enfant les valeurs et principes qu'impliquent les aspirations profondes des parents pour leur traduction effective dans la vie de ces derniers. Celui qui dit au cou tout le temps, la mort finit par le visiter. Celui qui dit à quoi tout le temps, l'argent aussi finit par le visiter. Le chantier de construction d'une passerelle au carrefour Sika Toyota de Védocor suit son cours. Pensé en pleine exécution pour la fluidité de la circulation, les travaux de construction imposent pour l'heure de lourds sacrifices aux populations, commerçants, riverains, transporteurs, écoliers, élèves. Tous subissent l'impact d'un chantier aussi attendu que contraignant. On va suivre Ulrich Gaba qui présente ici le reportage réalisé par Brice Deogracias Menaï et Simon Rolon. Ce chantier ouvert en plein cœur de Cotonou annonce la construction du passage supérieur de Védocor. Longtemps attendu, ces travaux viendront résoudre un problème majeur de fluidité de la circulation routière. C'est l'une des routes les plus empruntées au quotidien par des milliers d'usagers. Mais en attendant, les travaux bousculent les habitudes. C'est quelque chose qu'on attendait depuis. La circulation n'est pas facile, du tout pas facile pour les habitants, parce que c'est mon quartier qui est devenu un lieu de trafic. Les vents n'avaient pas l'habitude de recevoir ce trafic-là, mais on fait avec. Les travaux ont bien démarré, sauf que les déviations dans les ruelles soulèvent la poussière, ralentissent la circulation et entraînent du retard lorsque nous allons au boulot. On espère qu'à la fin de ces travaux, ces difficultés seront conjuguées au passé. Cette infrastructure qui sera érigée permettra à ce que le trafic soit beaucoup fluide et créer moins d'ennuis pour nous qui sommes vraiment riverains. L'intensité du trafic et les restrictions de circulation n'épargnent pas non plus les établissements scolaires qui subissent des désagréments. Dans la journée, il y a beaucoup de véhicules qui passent et qui créent des accidents un peu partout, quoi. Même réalité pour les conducteurs de taxis auto, obligés de revoir leurs itinéraires, parfois leurs tarifs, pour s'adapter à un environnement en constante mutation. Les chemins que nous empruntons sont souvent étroits. À cause des déviations, nous sommes obligés d'augmenter nos prix, ce qui est parfois contraignant pour nos clients. Les clients ne viennent plus comme ça à cause de la voie. Difficilement ils traversent pour venir acheter. Si certains commerces résistent malgré la baisse de fréquentation, d'autres n'ont pas tenu le choc. Sur le tronçon Étoile Rouge, Carrefour Sika Toyota, plusieurs tenanciers de boutiques ont déjà mis la clé sous la porte. Un coup dur pour des familles entières, alors que le chantier, lui, est prévu pour durer environ 36 mois. Je dois dire que pour ce que nous avons entendu, les études socio-économiques ont voulu que le gouvernement impacte positivement ceux qui ont des commerces, c'est-à-dire essaye d'amoindrir les manques de revenus de ceux qui sont le long du chantier. Et donc, si cette allocation venait à être effective, je crois que cela soulagerait ces riverains qui n'arrivent plus à vraiment mener les activités économiques. Oui, la société, je ne suis pas trop content d'eux parce qu'on a cherché à les rencontrer et discuter, voir comment nous pourrions travailler ensemble. Mais jusqu'à présent, ça a été vain. Ça a été vain. En attendant l'achèvement de l'ouvrage, les populations vivent le revers de la médaille. Entre résilience et espoir, tous gardent les yeux rivés sur l'horizon dans l'attente d'un Védocor enfin désengorgé.
Colloque international en hommage au professeur Adedjobi Philippe Laleye à l'université d'Abomey-Calavi. C'est un rendez-vous scientifique organisé dans le cadre de la célébration de la carrière de cet éminent enseignant-chercheur de la faculté des sciences agronomiques, spécialiste des sciences halieutiques et de leur application, qui a consacré une trentaine d'années de son existence notamment à la science. Les travaux de ce colloque, qui porte sur le terme « former, transmettre et innover », sont lancés ce jeudi par le recteur de l'université d'Abomey-Calavi. Voici le compte rendu avec Wouliat Sanoussi et Elvis Tonokwa. Voici l'homme à qui la communauté scientifique rend hommage ici à l'université d'Abomey-Calavi. Le professeur Adedjobi Philippe Laleye. Éminent enseignant-chercheur, professeur titulaire des universités du CAMES, il est le créateur du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture de la faculté des sciences agronomiques. Ce colloque est à la fois un moment de mémoire, de reconnaissance et de réflexion scientifique. Il célèbre l'engagement, la rigueur et l'excellence académique du professeur Laleye, ainsi que son apport remarquable à la formation de plusieurs générations de chercheurs et professionnels aujourd'hui au service du développement national et international. En tant que doyen de la faculté des sciences agronomiques, vous avez exercé votre mission avec vision, responsabilité et sens élevé de l'intérêt général. Sur le plan scientifique, vous vous êtes illustré comme un pionnier et une référence dans le domaine de l'hydrobiologie et de l'aquaculture au Bénin et dans la sous-région. L'organisation de ce colloque hommage est un devoir pour la communauté scientifique, car pendant 30 années, le doyen honoraire de la FSA a consacré sa vie à la science et à la société. Depuis octobre 2025, il fait valoir ses droits à une pension de retraite. Le colloque scientifique qui s'ouvre aujourd'hui ambitionne alors de mettre en lumière les acquis majeurs du laboratoire d'hydrobiologie et d'aquaculture, ainsi que la fécondité de ses collaborations nationales et internationales. Il se veut également un cadre privilégié de dialogue entre chercheurs, étudiants, professionnels et décideurs autour des défis contemporains liés aux écosystèmes aquatiques. Une trentaine de communications animées par d'éminents chercheurs sont prévues au cours de ce colloque, au-delà des communications inaugurales, dont la première porte sur l'état des lieux de l'aquaculture au Bénin. L'année se veut laborieuse et productive au ministère de l'Énergie, de l'eau et des mines. Le personnel et le ministre en charge du portefeuille échangent les vœux de nouvel an. Dans ce sens, à la cérémonie de ce mercredi, les membres de l'administration, les directeurs centraux techniques, départementaux et généraux des sociétés et offices sous tutelle ont souhaité santé et bonheur à leur ministre. José Didier Tonato a en retour réitéré les mêmes vœux à son personnel avec un renouvellement de la confiance pour l'année 2026. Suivant un bout des allocutions à l'occasion de cette cérémonie. Le comité des directeurs, par ma voix, formule le vœu que vos actions soient davantage des plus inspirantes et des plus remarquables dans l'intérêt de toute la nation béninoise. Monsieur le ministre, lorsque nous regardons un peu en arrière pour parcourir le travail fait à vos côtés au cours de ces 6 derniers mois, nous vous prions de recevoir nos remerciements pour la qualité de l'écoute, pour votre disponibilité et votre style de leadership. Le personnel est particulièrement marqué par la manière dont vous arrivez à organiser et planifier vos activités, vos audiences et la célérité avec laquelle les dossiers sont examinés par vos soins, malgré la complexité des tâches qui sont les vôtres au sein du gouvernement de son Excellence,
Monsieur le Président Patrice Talon. Notre motivation principale, c'est pour ça. Notre engagement pour le Bénin, c'est également pour ça. Pour que nos enfants aient un Bénin meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je souhaite que dans vos familles respectives, cette grâce-là surabonde pour que vous ayez la satisfaction de n'avoir pas vécu de façon inutile. C'est très important. Pour le travail, nous sommes mobilisés, vous le savez tous. Nous avons un PTA qui est calé, qui est là. Et le DC a pris l'engagement devant vous tous que nous serons le premier à passer au BAI. Et moi, je vais faire tout ce que je peux pour que ça se fasse. Je compte sur vous. Et depuis plusieurs mois que je suis avec vous, je crois que les engagements que vous prenez, vous les tenez. Et c'est dans le respect de la parole donnée qu'on peut avancer ensemble. Et c'est comme ça qu'on construit la confiance aussi. Il n'y a pas d'orientation particulière que les priorités que nous-mêmes, collectivement, nous nous sommes donnés dans ce PTA-là. Sport pour finir, absent des 2 dernières éditions de la CAN, le Bénin a signé son retour en Coupe d'Afrique des Nations à la CAN Maroc 2025. Une 5e apparition de l'équipe nationale du Bénin en phase finale et les Guépards ont passé pour la 2e fois de l'histoire le premier tour avant d'échouer aux portes des quarts de finale. Ils sont donc déjà rentrés du Maroc pendant que la compétition aborde dès demain l'étape des demi-finales. Dans le document de la semaine, Candide nous propose dans cette édition un retour sur la campagne des Guépards du Bénin à cette 35e édition de la CAN. Le scénario de la 5e participation de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations a l'air incomplet. Mais ça restera déterminant pour l'avenir de la sélection nationale aujourd'hui composée majoritairement de jeunes joueurs. 23 décembre 2025 sur la pelouse du stade Al-Barid de Rabat. Les Guépards signent leur première sortie dans la compétition avec 4 de leurs titulaires habituels suspendus pour cumul de cartons jaunes. Sur une erreur de communication dans la défense, le Bénin se fait punir à la 16e minute et s'incline sur un score d'1-0. Un faux pas d'entrée qui amène l'équipe à redéfinir ses priorités au lendemain du match et qui permet surtout aux Guépards de se rappeler les promesses faites au peuple. Steve Mounier et ses partenaires ont fêté Noël sur le terrain en préparant leur 2e sortie face aux Zèbres du Botswana, défait d'entrée par les Lions de la Teranga du Sénégal 3-0. Nous récupérons des joueurs qui sont tout frais et qui sont très motivés. Corriger le tir et écrire une nouvelle page de l'histoire du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un défi qu'a relevé la tanière des Guépards pour sa 2e sortie dans la compétition. Les Guépards réussissent à décrocher une victoire historique. La toute première au thème du temps réglementaire de l'histoire en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en 5 apparitions. On a enfin cassé cette mauvaise dynamique, si je peux dire, et je suis fier de tous mes coéquipiers, fier du parcours. À 2 jours du nouvel an, voici le Bénin face à l'histoire. Éliminé en quart de finale en 2019 par Sadio Mané et ses coéquipiers, les Guépards du Bénin, autrefois appelés Écureuils, font des retrouvailles avec leurs homologues du Sénégal en phase finale de la CAN. L'envie et la détermination béninoise n'auront pas suffi pour tenir tête à une équipe sénégalaise garnie de talent et de qualité technique. Pour la 2e fois de son histoire, le Bénin passe le premier tour de la compétition et en 8e de finale joue l'Égypte pour une place en quart de finale. Contrairement aux statistiques sur papier, la bataille a été rude entre Guépards et Pharaon. Il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l'ouverture du score de l'Égypte. Mais derrière, Jodel Dossou permet aux siens de revenir au score à la 83e minute et de faire durer le suspense. C'est finalement à l'étape des prolongations que l'Égypte s'impose par 3-1 au bout d'un match laborieux face à une vaillante équipe béninoise. Aujourd'hui, on a envoyé un message à l'Afrique comme quoi le Bénin, c'est plus le petit Bénin, on a évolué. Le Bénin sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au royaume chérifié aux portes des quarts de finale, mais aura relevé 2 défis majeurs pour son retour en phase finale 6 années après l'expédition de 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin.